Dans cette troisième vidéo, j'aimerais vous parler de l'importance de considérer le TDAH comme un diagnostic sous-jacent possible chez les femmes, même si en fait les manifestations peuvent ne pas être immédiatement associées à ce trouble. Par exemple, les femmes avec TDAH tendent à occuper des emplois de statut de niveau inférieur, ce qui pourrait être une conséquence de leur réalisation académique relativement plus faible, indépendamment de leur intelligence. Et ça, cet aspect-là va se traduire souvent par un statut socio-économique plus bas, une sous-évaluation de leurs efforts et une propension à accepter des emplois à temps partiel ou à se retrouver en situation d'incapacité de travail plus fréquemment que les hommes avec TDAH, selon certains auteurs. Sur le plan émotionnel, maintenant, les femmes avec TDAH rencontreraient plus de difficultés que les hommes, notamment en termes de contrôle de la colère, de l'habilité de l'humeur et de réactivité émotionnelle excessive. La littérature, ou certains aspects de la littérature en tout cas, nous indiquent à ce jour qu'il y a des vulnérabilités émotionnelles qui peuvent altérer le fonctionnement cognitif d'une manière qui n'a pas été spécifiquement répertoriée dans les groupes d'hommes dans les études. Quand elles sont traitées pour le TDAH, les symptômes d'anxiété et de dépression tendent à s'améliorer. Ce qui va à nouveau souligner quelque chose d'important, c'est la reconnaissance des symptômes comme potentiellement secondaires aux défis qui vont être imposés par le TDAH. Les femmes avec TDAH vont souvent faire face aussi, un troisième exemple, à une surcharge sensorielle. Et elles peuvent avoir une histoire de traumatisme ou de comportement suicidaire ou autodommageable, des aspects qui ne sont pas traditionnellement associés au TDAH. La recherche actuelle, en tout cas, nous révèle aussi qu'il semblerait exister une interaction entre les hormones ovariennes et la nicotine, ce qui va affecter les niveaux de dopamine et qui augmenterait le risque de dépendance chez les femmes avec TDAH. Autre chose, d'autres éléments de la littérature nous indiquent que les troubles des conduites alimentaires et les maladies liées à l'obésité vont être significativement ou seraient significativement plus courantes chez ces femmes, et cela exacerbé par l'impulsivité. Et enfin, la gestion du TDAH chez les femmes est complexe en raison de la prévalence élevée de comorbidités et de la sensibilité accrue aux influences hormonales. On en a parlé dans la vidéo précédente. Ces deux aspects-là, comorbidité, sensibilité aux influences hormonales, peuvent masquer ou peuvent compliquer le diagnostic, le tableau clinique finalement. Les difficultés sociales, la surcharge sensorielle comme on l'a évoqué juste avant, et les problèmes de sommeil sont également, selon certains auteurs, selon certaines études, plus prononcés. Et ça nécessiterait davantage ou de toujours continuer à tendre vers ces approches de traitement holistique. Pour résumer, il semble vraiment crucial pour les cliniciens de correctement de tendre vers un meilleur repérage, une meilleure reconnaissance du TDAH comme un facteur qui peut être sous-jacent potentiellement face à une gamme de problématiques psychopathologiques, de plaintes, de symptômes chez les filles et les femmes, et en conséquence d'adopter une approche qu'on pourrait appeler sensible à ces particularités de leur expérience du TDAH.